Cette photo d'un jeune garçon serrant un policier dans ses bras est devenue l'une des images les plus virales, partagées à travers le monde, pendant les manifestations de Black Lives Matter. Et si vous vivez près de l'État de Washington, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de ce même garçon, membre de ce qu'on appelait la Hard Tribe. Cette famille faisait des vagues sur Facebook, publiant constamment des photos de ce qui semblait être un foyer heureux et métissé. 2 mamans souriantes et 6 enfants noirs adoptés. Les gens les félicitaient pour leur militantisme, leur unité et leur moment parfait qui semblait trop beau pour être vrai. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu préparer le monde à ce qui allait suivre. Ce qui semblait magnifique en surface allait bientôt révéler quelque chose de bien plus sombre en dessous. C'est une de ces histoires qui nous rappelle à quel point les apparences peuvent être trompeuses et comment même les images les plus réconfortantes peuvent cacher une vérité déchirante. Ils dépeignaient cette petite famille heureuse et pourtant, la veille, leur fille nous disait « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je la supplie de ne pas me renvoyer là-bas. » Et qu'il la maltraitait. Et puis Devante est venu ici et nous a dit qu'il était affamé, qu'il mourait de faim. La famille dont il parlait était la Hart Family, les mêmes que nous avons mentionnés plus tôt comme la Hart Tribe. Pour comprendre comment leur histoire a commencé, nous nous rendons au nord, dans l'État rarement sous les projecteurs du Dakota du Sud. Niché au cœur de l'Amérique continentale, le Dakota du Sud est connu pour ses vastes espaces, ses prairies à couper le souffle et des sites comme le parc national des Badlands. C'est que le genre d'endroit où les gens pêchent, chassent et randonnent pour le plaisir. Un contraste paisible avec le bruit de la vie urbaine. Et c'est dans ce décor calme et rural que Jennifer Hart et Sarah Gangler se sont rencontrées. Jennifer venait de Huron, et Sarah avait grandi près d'une petite ville appelée Big Stone City. Et quand nous disons petite, nous le pensons vraiment. Avec une population d'à peine 500 habitants, elle remplirait à peine un avion de ligne. Jennifer et Sarah avaient des enfances étonnamment similaires. Aînées de leur famille, élevées dans des petites villes rurales, elles ont toutes deux bien réussi au lycée pour poursuivre des études universitaires. Elles rêvaient chacune de devenir enseignante, Sarah se spécialisant dans l'éducation spécialisée. Par ce qui semblait être une coïncidence, ou peut-être le destin, les 2 femmes se sont retrouvées à transférer à la Northern State University à Aberdeen, dans le Dakota du Sud. C'était en 1999, et aucune d'elles n'aurait pu imaginer que ce qui avait commencé comme des camarades de classe évoluerait rapidement en amitié, puis en une relation amoureuse. Mais n'oublions pas, nous sommes dans le Dakota du Sud rural à la fin des années 90. Et être ouvertement gay n'était pas exactement facile, surtout pas quand on a grandi dans des communautés soudées et traditionnelles. Alors, Jennifer et Sarah ont gardé leur relation secrète, disant à leurs amis et à leur famille qu'elles étaient juste des amies proches. Finalement, Jennifer a abandonné ses études avant de terminer, mais Sarah a persévéré et a obtenu son diplôme en éducation spécialisée. Après l'obtention de son diplôme, elles ont toutes deux décidé qu'il était temps d'arrêter de se cacher. Elles ont fait leur coming out publiquement, et bien qu'elles savaient que tout le monde ne les accepterait pas, elles étaient prêtes, et comme prévu, certains amis se sont éloignés. Mais elles se sont soutenues mutuellement, et ont décidé de prendre un nouveau départ, en déménageant à Alexandria, dans le Minnesota, une charmante ville connue pour ses lacs et son style de vie paisible. Une fois installées à Alexandria, elles ont toutes deux trouvé du travail dans le plus grand magasin de la ville. Sarah a gravi les échelons jusqu'à un poste de gestion, tandis que Jennifer est restée dans la section des juniors. Les collègues décrivaient Sarah comme calme et réservée, tandis que Jennifer était audacieuse, brusque et parfois difficile à côtoyer. Mais ensemble, elles se complétaient d'une certaine manière,
comme le yin et le yang, chacune comblant les lacunes de l'autre. Vers la mi-vingtaine, cependant, elles ont toutes deux ressenti qu'il leur manquait quelque chose. Leur routine était devenue trop calme, trop prévisible. C'est alors qu'elles ont décidé de devenir parents d'accueil. Une démarche que beaucoup considèrent comme belle et significative pour agrandir une famille et faire une différence. Elles étaient jeunes, éduquées et employées, donc elles remplissaient les conditions. En 2014, elles ont accueilli leur premier enfant placé, une adolescente de 15 ans nommée Lee. Au début, tout semblait parfait. Jennifer et Sarah emmenaient Lee en voyage, l'emmenaient à des événements et essayaient de créer des souvenirs durables. Elles allaient camper, visitaient des parcs d'attractions. En surface, cela ressemblait à un début idyllique. Mais seulement quelques mois plus tard, des fissures ont commencé à apparaître. Les gens autour d'elles ont remarqué que Jennifer et Sarah se plaignaient souvent de Lee, se moquant de ses habitudes, de son attitude et de ses centres d'intérêt. Elles ont même dit à d'autres que Lee avait l'habitude de fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture, ce qui en disait plus sur leur jugement que sur l'enfant elle-même. L'expérience d'accueil, qui avait commencé avec tant d'enthousiasme, s'est rapidement aigrie. Pourtant, le couple a continué, accueillant d'autres enfants. Finalement, Lee s'est retrouvée à regarder Jennifer et Sarah s'extasier sur des photos de 2 nouveaux enfants qu'elle prévoyait d'adopter, un frère et une sœur plus jeunes, et même parler d'adopter un 4e enfant d'une femme enceinte une fois que le bébé serait né. Mais cet enthousiasme n'incluait pas Lee. Une semaine plus tard, elle a été déposée à ce qu'elle pensait être un rendez-vous habituel chez le thérapeute, pour se faire dire que Jennifer et Sarah ne reviendraient pas. Pas d'au revoir, pas d'explication. Elle l'avait complètement abandonnée. Comme ça, elle était sortie de leur vie. En 2006, 2 ans après avoir renvoyé Lee dans le système de placement, Jennifer et Sarah ont officiellement adopté 3 enfants. Abigail, âgée de 2 ans, Anna, 4 ans, et Marcus, 7 ans. Statistiquement, ces enfants étaient considérés comme difficiles à placer. Malheureusement, la race joue encore un grand rôle dans les taux d'adoption, et tous les 3 étaient des frères et sœurs noirs, ce qui signifiait qu'ils devaient être adoptés ensemble, ce que beaucoup de familles n'étaient pas prêtes ou capables de faire. Mais Jennifer et Sarah les ont accueillis, et de l'extérieur, cela semblait être un acte de compassion magnifique. C'est à ce moment-là que Jennifer Hart a vraiment commencé à façonner l'image de sa soi-disant famille parfaite en ligne. Elle a commencé à publier régulièrement sur Facebook, documentant ce qu'elle appelait leur première nuit en tant que famille de 5. Mais au lieu de chaleur et de douceur, la nuit semblait chaotique, voire alarmante. Elle décrivait des incidents d'urination, quelqu'un faisant caca sur les murs, un enfant tombant et un autre ayant même besoin de la manœuvre de Heimlich. C'était fou, et alors que la plupart des parents paniqueraient probablement ou garderaient cela privé, Jen le partageait ouvertement, presque comme si c'était une aventure excentrique. Elle écrivait que les enfants étaient difficiles, mal élevés et profondément troublés, mais insistait sur le fait que Sarah et elle étaient là pour le long terme. « Si ce n'est pas nous, qui alors ?» disait-elle, comme si elles étaient le dernier espoir pour ses enfants. Et bien que l'éducation de 3 enfants traumatisés soit incontestablement difficile, cela n'a pas empêché Jen et Sarah de demander à adopter encore plus d'enfants. Juste 2 ans plus tard, au printemps 2008, leur demande a été approuvée à nouveau. Cette fois, elles ont reçu 3 autres enfants, Devante, 5 ans, Jeremiah, 4 ans, et Sierra, 3 ans. Avec 6 enfants adoptés désormais sous leur garde, tout noirs et tous issus de milieux difficiles, les fissures dans la dynamique familiale ont commencé à se manifester. Peu de temps après l'arrivée des nouveaux enfants, les choses
ont pris une tournure troublante. Cette même année, Anna s'est présentée à l'école avec des bleus visibles sur les jambes. Quand son enseignante lui a demandé ce qui s'était passé, Anna a dit que l'une de ses mères l'avait frappée avec une ceinture. Mais lorsque Jen et Sarah ont été interrogées, elles ont balayé l'incident. Elles ont prétendu ignorer d'où venaient les bleus et ont dit que peut-être Anna les avait eus en jouant. Choquant, aucune accusation n'a été portée. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus suspect. Tous les 3 enfants ont été retirés de l'école comme ça. Ce n'est que lorsque les services sociaux ont été informés que les enfants ont finalement été réinscrits. Pourtant, les signaux d'alarme devenaient de plus en plus forts. Malgré tout cela, Jen gardait ses réseaux sociaux actifs, peignant soigneusement une image rose de leur famille non conventionnelle. 2 mamans blanches lesbiennes, élevant 6 magnifiques enfants noirs. Sarah continuait à travailler dans le commerce de détail, soutenant financièrement la famille, tandis que Jen devenait une mère au foyer à plein temps. Mais elle ne restait pas seulement à la maison. Elle emmenait les enfants dans des voyages, pour ce qu'elle appelait des festivals de transformation. Ces événements de plusieurs jours étaient remplis de musique, de danse, de yoga et d'une atmosphère spirituelle bohème. Ce changement de mode de vie a finalement conduit la famille à quitter le Minnesota pour s'installer dans l'Oregon en 2013, attirés par une communauté plus tolérante et une proximité avec leurs musiciens et événements préférés. Peu de temps après le déménagement, Jen et Sarah se sont officiellement mariées, Sarah prenant le nom de famille de Jennifer Hart, ainsi que les enfants. À partir de ce moment, le Facebook de Jen est devenu un véritable album de moments forts. Publication après publication, on voyait des enfants souriants portant des couronnes de fleurs, des câlins collectifs lors de festivals, des sessions de jardinage ou des clichés artistiques pris à la maison. Ces légendes étaient remplies de discours sur l'amour, la guérison, la communauté et l'acceptation. Le genre de contenu qui attirait des likes et des partages. Le public était conquis. Les gens les voyaient comme des héroïnes désintéressées. 2 mamans qui avaient pris en charge 6 enfants et les élevaient dans une bulle paisible et progressiste. C'était une histoire parfaitement orchestrée, et ça fonctionnait. Le monde applaudissait, mais derrière ces moments filtrés et ces mots soigneusement choisis se cachait une réalité qui n'avait rien d'aimant. Les rapports gouvernementaux et les dossiers scolaires ont commencé à raconter une autre histoire. Les enseignants avaient remarqué des bleus sur les enfants. Certains d'entre eux avaient même confié qu'ils étaient enfermés dans des pièces ou privés de nourriture à la maison. En fait, certains enfants en étaient réduits à voler de la nourriture à leurs camarades de classe pour survivre. Abigail a raconté à une enseignante que Jennifer l'avait punie en lui plongeant la tête dans de l'eau froide, puis en la giflant au visage. Pourtant, à chaque fois qu'un incident grave était signalé, la famille Hart semblait passer entre les mailles du filet. Et puis, comme avant, elles ont retiré les enfants de l'école pour de bon. Cette fois, elles ont prétendu passer à l'école à la maison. Cela ne s'est pas arrêté là. Des lanceurs d'alerte, des voisins, des amis, même des connaissances, ont commencé à contacter les services de protection de l'enfance. Leur rapport était profondément troublant. Ils disaient que Jen dirigeait la maison comme un camp d'entraînement strict. Les enfants avaient peur d'elle. Une accusation particulièrement sombre était que Jen contrôlait l'accès à la nourriture, non seulement comme punition, mais comme moyen de pression. Elle aurait refusé des repas aux enfants, à moins qu'ils ne posent pour des photos joyeuses et affectueuses qu'elle pouvait publier en ligne. Les photographes qui travaillaient avec la famille disaient la même chose. Les enfants souriaient pour la caméra sur commande, obéissants et joyeux. Mais dès que la caméra disparaissait, les sourires s'évanouissaient. La lumière dans leurs yeux s'éteignait. La transformation était étrange, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Les services de protection de l'enfance, CPS,
ont fini par s'impliquer à nouveau et ont commencé à interroger les enfants Hart sur leur vie à la maison. On pourrait penser que ce serait le tournant, n'est-ce pas? Mais étrangement, lors de ces entretiens, chaque enfant donnait des réponses étrangement similaires, presque comme s'ils avaient été répétés. Un par un, ils ont tous nié qu'il y avait de la maltraitance à la maison. Pas de signaux d'alarme, pas de cris à l'aide, juste des réponses calmes et uniformes qui donnaient l'impression que tout allait parfaitement bien. Mais c'est précisément ce qui rendait cela si troublant. Puis, en 2014, Devant Hart, l'un des plus jeunes fils adoptifs de Jen et Sarah, est devenu une sensation virale. Sa photo, prise lors d'une manifestation Black Lives Matter, le montrait en larmes serrant un policier blanc dans ses bras, tout en tenant une pancarte « Câlin gratuit ». L'image a touché les cœurs, est devenue un symbole d'espoir, et s'est rapidement répandue sur Internet. Devant a été surnommé « le garçon qui a serré un policier dans ses bras ». L'histoire a pris une telle ampleur qu'elle a été présentée dans les journaux télévisés nationaux et même mentionnée dans Saturday Night Live. Jen, qui avait toujours soif d'attention, se délectait de l'amour du public. Ses réseaux sociaux étaient remplis de légendes émouvantes et d'images soigneusement sélectionnées de sa famille, faisant des activités manuelles, jardinant ou assistant à des rassemblements. Le message était toujours le même: amour, paix, guérison, unité. Cela ressemblait à la famille de rêve, mais en 2016, le Facebook de Jen s'est soudainement tu. Plus de publications, plus de mises à jour, rien. Ce n'est qu'en 2017 que Jen a refait surface en ligne. Mais cette fois, son ton était différent, défensif. Elle a publié que les gens autour d'eux ne comprenaient pas leur style de vie progressiste et alternatif. Derrière ces mots vagues, cependant, quelque chose de plus stratégique se passait. Les CPS enquêtaient à nouveau, les investigations s'intensifiaient, et au lieu d'y faire face, Jen et Sarah ont fait leurs valises et ont déménagé discrètement. Pas de fanfare, pas de publication d'adieu, juste une fuite silencieuse vers Woodland, Washington. Là, elles ont trouvé une grande ferme à 2 étages à la campagne. C'était isolé, paisible et, surtout, loin des projecteurs. Jen a redémarré son Facebook, essayant de reprendre là où elle s'était arrêtée. Nouvelle publication, nouvelle photo de famille, la même vieille narrative du « nous vivons dans l'amour ». Mais derrière ces photos filtrées, la vérité se défaisait rapidement. Une nuit, au milieu d'une chaude soirée de juillet, quelque chose de terrifiant s'est produit. Hannah Hart, âgée de 15 ans, a sauté par la fenêtre de sa chambre au 2e étage et a couru pieds nus jusqu'à la maison d'un voisin, celle de Donna et Bruce DeKalb. Il était plus de 2 heures du matin et le couple a été réveillé par des coups frénétiques. Hannah était là, effrayée, affamée et suppliant de ne pas être ramenée chez elle. Les DeKalb étaient choqués, et peu de temps après, le reste de la famille Hart était dehors, appelant Hannah. Quand Jen est enfin arrivée à leur porte, elle a calmement balayé l'incident, disant que Hannah mentait pour attirer l'attention. Mais Donna et Bruce ne se sentaient pas à l'aise avec cela. Quelque chose dans la panique d'Hannah, sa peur, ne leur semblait pas normal. Le lendemain, la fille de Donna a appelé la police. Elle leur a dit « Il y a des enfants que je pense être gravement maltraités. » Elle a décrit comment Hannah avait sauté par la fenêtre et supplié de rester cachée, et comment plus tard, les enfants étaient revenus, tous alignés de manière rigide et répétant la même chose. Que tout allait bien. Il était clair que quelque chose n'allait pas. « Ouais, il y a des enfants que je pense être gravement maltraités. » D'accord, je vais vous donner l'adresse de la maison de ma fille parce que c'est juste à côté. D'accord, que se passe-t-il là-bas? L'autre nuit, une petite fille a sauté par la fenêtre du 2e étage sur le toit, puis sur le sol, et a couru chez ma fille, et c'était vers 2 heures du matin, en les suppliant de l'aider, et quand ils sont venus la chercher,
Elle suppliait ma fille de ne pas leur dire qu'elle était là. Et puis finalement, mon gendre leur a dit. Et puis, elle a fait revenir les 4 enfants plus tard, pour dire que tout allait bien. Et ils étaient tous debout au garde à vous, comme s'ils étaient terrifiés. Et je pense qu'il se passe quelque chose de très sérieux là-bas. Je suis très inquiète pour ces enfants. Le lendemain même, les DeKalb ont reçu une lettre, soi-disant écrite par Hannah, s'excusant pour son comportement. Mais les mots, ça ne ressemblait pas à une adolescente de 15 ans. C'était trop formel, répété, presque comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Donna et Bruce ne voulaient pas de drame avec les voisins, mais maintenant, ils étaient en alerte. Donna a commencé à tenir un journal, notant tout ce qu'elle observait. Les stores de la maison Hart étaient toujours fermés. Les enfants semblaient plus maigres à chaque fois qu'elle les voyait. On ne les voyait jamais jouer dehors. C'était comme s'ils étaient cachés, et puis est venu des ventes. Cette fois, l'approche était plus calme. Il a frappé à leur porte et a calmement demandé de la nourriture. Il leur a dit qu'il avait toujours faim et a demandé s'ils pouvaient laisser des collations à la lisière de la propriété, là où ses parents ne le verraient pas. Et dans un moment déchirant, il a tranquillement admis que tout ce qu'Anna avait dit était de vrai. Il leur a même demandé de contacter les services sociaux. C'en était trop. Les DeKalb ont appelé les services de protection de l'enfance et le 23 mars 2018, les CPS se sont présentés chez les Hart pour vérifier. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de réponse, pas de mouvement. Personne n'a ouvert la porte. Ils ont laissé une note et sont revenus quelques jours plus tard. Mais lorsqu'ils sont revenus, les choses avaient pris une tournure glaçante. L'allée était complètement vide. Le SUV de la famille avait disparu. Des débris et des blocs de béton étaient éparpillés devant la maison. La famille Hart avait disparu sans laisser de traces, et pour la première fois, il n'y avait pas de publication poétique de Jen, pas de photos souriantes, pas de hashtag sur l'amour, juste le silence. Ce que les enquêteurs allèrent découvrir ensuite était le résultat horrifiant du SUV de la famille Hart, qui s'est écrasé à travers un petit mur de soutènement et a plongé d'une falaise de 30 mètres. Il était clair, d'après la scène, que la famille avait quitté leur maison dans la panique. Donna DeKalb, la voisine préoccupée qui avait déjà été témoin de signes de maltraitance, ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle savait dans son fort intérieur que les Hart fuyaient. C'était évident, mais aucune suspicion n'aurait pu la préparer à la sinistre vérité qui allait se révéler. Juste 2 jours avant l'accident, le 24 mars 2018, Jennifer et Sarah Hart ont fait monter leurs 6 enfants adoptés dans leur SUV. Elles ont dit aux enfants qu'ils partaient en voyage. Il n'était pas inhabituel pour la famille de faire des voyages imprévus. Mais cette fois-ci, cela semblait différent, précipité, urgent, presque désespéré. Jennifer s'est installée au volant et a démarré en hâte, allant jusqu'à défoncer un petit mur dans le processus, ce qui deviendrait plus tard une pièce troublante du puzzle. Contrairement à ses habitudes de fanfare sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas de publication joyeuse ou de mise à jour photo sur ce soi-disant voyage. Mais ce qu'il y avait, cependant, était une piste numérique. Les données du téléphone portable ont été captées par plusieurs tours le long des autoroutes côtières, alors que la famille voyageait vers le sud, quittant Washington, passant par l'Oregon et finissant par arriver dans le nord de la Californie. En chemin, ils se sont brièvement arrêtés à une station-service pour acheter de la nourriture, mais les enfants ne sont jamais sortis de la voiture. Ils sont restés cachés, silencieux, invisibles. Le 25 mars, la veille du retour des CPS pour trouver la maison Hart étrangement vide, une caméra de sécurité a capturé des images de Jennifer dans un supermarché Safeway. La prochaine étape connue était un Walmart en Californie. Là,
Sarah a acheté une grande bouteille de Benadryl, un médicament courant contre les allergies, connu pour provoquer une somnolence extrême à forte dose. Après l'achat, Sarah est retournée au SUV et a préparé des sandwichs pour les enfants, glissant soigneusement des doses de Benadryl dans leur nourriture. Marcus, 19 ans, a reçu la dose la plus importante, environ 20 comprimés. En même temps, Jennifer, qui ne buvait pas régulièrement, a commencé à consommer plusieurs bières. C'était un comportement profondément inhabituel pour elle. Mais ce jour-là était clairement différent. Une fois que les enfants avaient mangé, drogués à leur insu, Sarah et Jennifer sont remontées dans leur siège. Jennifer était toujours au volant, même après avoir bu, et Sarah, téléphone en main, a commencé à faire des recherches troublantes comme « Quelle quantité de Benadryl faudrait-il pour tuer une femme de 60 kilos? Et combien de temps faut-il pour mourir de noyade par hypothermie? » Elle a même cherché « Est-ce que ça fait mal de mourir? » Après ses recherches, Sarah a avalé 42 comprimés de Benadryl elle-même. Il est glaçant d'imaginer ce qui lui passait par la tête si elle était terrifiée, engourdie ou simplement résignée à ce qui allait arriver. Tôt le matin du 26 mars, la famille a quitté Walmart et a continué son trajet le long de la côte accidentée. Quelque temps après, ils sont arrivés à une falaise près de Westport, en Californie. Les enfants étaient toujours à l'arrière, sans ceinture, drogués et à peine conscients. Le SUV s'est arrêté brièvement près du bord de la falaise, juste assez longtemps pour que la décision finale soit prise. Puis, sans hésitation, Jennifer a appuyé sur l'accélérateur. La voiture a bondi en avant, a accéléré vers le bord et a plongé de la falaise de 30 mètres, tombant vers l'océan rocheux, en dessous, à une vitesse estimée à 145 km/h. Vers 16h15 cet après-midi-là, les officiers ont été alertés d'une épave de véhicules repérée au pied de la falaise près de Westport. Lorsque les équipes d'urgence sont arrivées, elles ont trouvé le SUV à l'envers et partiellement submergé dans l'eau de mer. Flottant à proximité se trouvaient les corps sans vie d'Abigail, Jeremiah et Marcus Hart. Une fois le véhicule sorti de l'eau, les restes de Jennifer et Sarah ont également été retrouvés. 5 membres de la famille étaient désormais confirmés morts. Tous étaient décédés de traumatismes par force contondante causés par l'impact. Il n'y avait pas de mystère, pas de panne technique, pas de possibilité d'un accident étrange. L'accident était délibéré, calculé, c'était un meurtre. Le SUV des Hart est passé de l'arrêt complet à l'accélérateur à fond, alors que Jennifer Hart était au volant, légalement ivre. Nous avons le véhicule passant de 34% d'accélération à 100%, et il n'y a pas eu d'application ultérieure du frein. À mesure que l'enquête s'approfondissait, les enfants disparus, Anna, Sierra et Devante, sont devenus le centre d'un espoir désespéré. Peut-être n'était-il pas dans la voiture, peut-être s'était-il échappé. Peut-être, juste peut-être, y avait-il encore une chance. Leurs visages étaient placardés sur des avis de personnes disparues, des reportages et des panneaux communautaires. Mais l'espoir s'est rapidement éteint. 2 semaines après l'accident, le corps de Sierra a été découvert flottant dans l'eau près du site de l'accident. Et 2 mois plus tard, un petit pied humain a échoué sur le rivage et a été confirmé par un test ADN comme appartenant à Anna Hart. À ce jour, le corps de Devante n'a jamais été retrouvé. Les autorités pensent que l'océan l'a probablement emporté, l'entraînant à jamais dans la mer. Dans les premières heures après l'accident, certains enquêteurs s'accrochaient encore à la théorie que c'était peut-être un tragique accident. Peut-être que Jennifer s'était endormie au volant ou que les freins avaient lâché. Mais toutes les preuves racontaient une autre histoire. Il n'y avait pas de traces de dérapage près du bord de la falaise.
aucun signe que quelqu'un ait tenté de freiner ou de faire une embardée. La boîte noire du véhicule, son ordinateur de bord, a confirmé cela. Elle montrait que le SUV s'était arrêté brièvement, puis avait accéléré rapidement hors de la falaise. Ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. C'était définitif. Lorsque les autorités ont fouillé la maison des Hart, ce qu'elles ont trouvé était glaçant. Il n'y avait aucun signe que des enfants y avaient vécu. Pas de jouets, pas de livres, pas de traces de rire ou de vie. Les cadres photos sur les murs étaient tous vides. À l'intérieur, c'était froid, stérile et dépourvu de joie. Les autopsies ont révélé que presque tous les enfants étaient gravement sous-poids. Bien qu'adolescents, leur corps avait la taille d'enfants beaucoup plus jeunes. Certains avaient le poids équivalent à celui d'un tout petit. Ils avaient été affamés, tant physiquement qu'émotionnellement. Les photos souriantes que Jennifer avait partagées en ligne étaient mises en scène. Les légendes joyeuses étaient des mensonges. Et l'histoire d'une famille alternative aimante n'était rien d'autre qu'une fantaisie soigneusement polie pour les réseaux sociaux. En fin de compte, Jennifer et Sarah Hart n'étaient pas les héroïnes désintéressées qu'elles voulaient que le monde voie. Elles n'étaient pas des mères courageuses, ni des modèles progressistes. Elles étaient manipulatrices, contrôlantes et terrifiées d'être démasquées. Plutôt que d'affronter les conséquences de leurs actes, plutôt que de risquer de perdre le contrôle sur les enfants qu'elles voulaient désespérément exhiber comme des trophées, elles ont choisi l'impensable. Elles ont assassiné 6 enfants innocents pour protéger leurs égos fragiles et leur réputation tordue. C'est écœurant, c'est déchirant. Et pire encore, c'était entièrement évitable. Nous ne saurons jamais vraiment pourquoi Jennifer et Sarah ont fait ce qu'elles ont fait. Peut-être étaient-elles dépassées, noyées dans les dettes, épuisées par les responsabilités d'élever 6 enfants adoptés. Mais même si c'était vrai, cela ne justifie pas cela. Elles avaient des options. Elles avaient du temps. Elles avaient le choix. Et elles ont choisi la mort, non seulement pour elles-mêmes, mais pour les enfants même qu'elles étaient censées protéger. Le système les a laissés tomber. L'État les a laissés tomber. Les CPS n'ont pas agi assez vite, malgré les avertissements répétés. Et finalement, 6 jeunes vies ont été volées dans l'un des crimes les plus insensés et glaçants de l'histoire américaine moderne. Ces enfants, Abigail, Hannah, Marcus, Sierra, Jeremiah et Devante, méritaient mieux. Ils avaient déjà reçu une main difficile dans la vie, nés dans des circonstances qui nécessitaient une intervention. Et au lieu de trouver la guérison et la sécurité dont ils avaient besoin, ils se sont retrouvés entre les mains de 2 femmes qui les voyaient comme des accessoires pour la gloire sur Internet. Ils ont été négligés, maltraités, isolés et finalement jetés de la manière la plus violente imaginable. Ce n'était pas seulement un échec de la parentalité. C'était un échec de l'humanité, de la surveillance, de la compassion. Il est impossible de trouver une lueur d'espoir dans cette histoire. Il n'y a pas de fin inattendue ou de leçon qui rende cela acceptable. La seule chose que nous pouvons faire est de nous souvenir de ces enfants, de dire leur nom et de continuer à raconter leur histoire pour que quelque chose comme cela ne se reproduise plus jamais. Que leur vie nous rappelle que nous devons faire mieux. En tant que voisins, en tant que communauté, en tant que système. Et n'oublions jamais qu'en dessous des sourires et des hashtags, il y avait de vrais enfants avec de vrais rêves, réduits au silence pour toujours. Maintenant, j'aimerais vraiment entendre vos pensées. Pensez-vous que cette tragédie déchirante aurait pu être évitée? Ou croyez-vous que Jennifer et Sarah ont adopté ces enfants avec la seule intention de les utiliser et de les maltraiter dès le départ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Assurez-vous de regarder la vidéo suivante. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.